Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que Claire Delongeau veut dire un petit mot peut-être pour en préambule du live? Alors, eh bien écoutez, donc on va pouvoir démarrer. Merci en tout cas d'être présent de nouveau pour ce 14e Meetup Museum Connexion. Et nous avons le plaisir d'accueillir pas moins de 4 intervenants pour cette session qui concernera la coproduction, où l'idée, en fait, c'est d'interroger le sens des différentes coproductions qui ont été à l'œuvre récemment, notamment en termes de spectacles vivants et aussi autour d'expériences numériques immersives. Donc, on a la joie d'accueillir d'un côté le musée de l'Armée et Cultival, qui vont venir présenter donc une expérience numérique immersive au Dôme des Invalides qui vient d'être inaugurée le 22 septembre. Une expérience immersive dont le nom est Aura Invalide et qui mélange à la fois en fait le travail de la lumière, la musique orchestrale et le vidéo mapping. Donc fruit d'une coproduction entre 3 acteurs, à la fois Moment Factory, Cultival et le musée de l'Armée. Et de l'autre côté, nous avons aussi le plaisir d'échanger avec Julie Gélugne, directrice générale de Polaris Productions, et Mathias Segalic, administrateur du château de Champs-sur-Marne, qui développe en fait un spectacle qui a cours depuis 4 éditions, qui a rassemblé plus de 75 000 spectateurs, qui est un spectacle immersif dont le nom est Le Grand Réveillon. Et ce spectacle donc est le fruit là aussi d'une collaboration très particulière entre d'un côté le château de Champs-sur-Marne et Polaris Productions. Donc peut-être juste quelques mots avec la slide suivante sur les lieux dans lesquels se sont passées ces coproductions, vous présenter quelques images et très vite on va passer aux questions auprès de différents intervenants. Donc on a ici en fait deux lieux particulièrement majeurs de l'histoire de France. D'un côté le Dôme des Invalides qui donc a fait l'objet donc de ce spectacle qui a nécessité pas mal d'années de conception, qui vient d'être lancé, qui est cette expérience immersive nocturne qui sera proposée en fait aux Parisiens et aux touristes qui visitent le Dôme des Invalides depuis fin septembre. Et de l'autre, peut-être juste passer rapidement sur quelques images peut-être des Invalides. On y reviendra juste après. Et de l'autre, en fait, donc Polaris Production avec le château de Champs-sur-Marne, donc où en fait ce spectacle donc, qui fait l'objet d'une coproduction et qui notamment accueille un ensemble de bénévoles pour pouvoir en fait créer un véritable événement durant 4 week-ends à la suite, un mois d'exploitation pour ce spectacle donc, qui tient sa 4e édition. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est peut-être de commencer par quelques questions. C'est tout d'abord, en fait, peut-être, on va commencer avec vous, Sébastien et Thibault. Quels ont été finalement les enjeux, les apports en fait de chaque partenaire? Comment en fait a été créée finalement cette expérience immersive qui est Aura? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots pour débuter ce meet-up? Bonjour Antoine, bonjour à tous. Je me permets de prendre la parole avant Sébastien. L'expérience Aura en fait a été créée, a été initiée par Cultival. Nous, en 2 mots, notre métier depuis 20 ans, c'est de promouvoir le patrimoine en organisant pour le compte des sites toute la partie de visite guidée culturelle. Et nous recherchions un format toujours dans cette optique de faire découvrir le patrimoine et les monuments, un format qui était plus durable, qui était plus ambitieux. Et nous avons trouvé la réponse en tombant en fait sur un spectacle qui a été créé par Moment Factory à la basilique Notre-Dame de Montréal, qui s'appelle Aura. Et l'idée de reprendre en fait ce format-là et de l'implanter dans un site. Et nous avons le plaisir de travailler depuis quelques années avec le musée de l'Armée et l'hôtel des Invalides. Et donc, nous sommes tournés vers cette institution pour savoir si le Dôme pouvait l'accueillir.
Donc c'est une coproduction donc, qui à l'origine est un import donc, d'un spectacle montréalais. Quel était l'enjeu en fait pour le musée de l'Armée? Sébastien, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Donc Oui. comment est née la genèse, enfin comment est né ce projet dès que Cultival est venu vous voir avec cette proposition? Oui, bah, pour nous, en fait, c'était un projet qui, tombait exactement au bon moment puisque le musée de l'Armée, se lance dans la décennie dans laquelle nous nous trouvons, donc la décennie 2020, dans un projet d'extension de ces espaces muséographiques, donc dans une nouvelle dynamique, de revalorisation, du monument, parce que c'est quand même un site assez particulier. C'est à la fois un musée et un monument. Et donc pour redynamiser le monument, le site, le musée, ainsi que revaloriser celui-ci et diversifier aussi notre public, le projet Aura Invalide tombait à point, si j'ose dire, puisque la dynamique créée par le projet d'extension qu'on appelle le projet Minerve va ainsi compléter ce que propose le spectacle Aura Invalide. Donc pour nous, c'était véritablement un enjeu extrêmement important pour cette revalorisation, cette nouvelle dynamique et le renouvellement du public. Donc on le voit, un projet donc, proposé par un opérateur privé qui vient aussi impulser et nourrir finalement en fait toute une collaboration et de futurs projets. Juste pour revenir un peu plus précisément sur le modèle de collaboration que vous avez choisi pour pouvoir développer ce projet, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots au modèle juridico-économique pour voir quelles ont été les conditions de cette collaboration? Oui, en fait, nous avons signé un AOT avec le musée de l'Armée. Donc dans la répartition des rôles, Cultival, qui a initié le projet, a porté la production, donc qui finance l'intégralité du projet. Et le financement, c'est à la fois toute une partie préfiguration, c'est-à-dire les travaux, notamment apporter l'électricité dans le Dôme des Invalides, qui en avait, mais on avait besoin un petit peu plus. La fibre, donc vraiment tout le réseau de distribution. Et puis, parallèlement à ça, être maître d'œuvre avec Moment Factory sur la partie création et travailler en collaboration avec le musée de l'Armée sur toute la partie création. Donc, valider au fur et à mesure toutes les étapes avec les équipes du musée. Donc juste une petite précision, l'AOT, donc c'est une occupation temporaire d'espace public qui permet en fait à Cultival d'exploiter en nocturne cette proposition qui sera proposée en fait en complément de la visite diurne de l'hôtel des Invalides. Et ça, ce que je propose, c'est peut-être d'y revenir juste après en fait sur les conditions d'exploitation. Peut-être quelques mots avec Polaris et Champs-sur-Marne. De votre côté, en fait, comment est née cette envie de collaboration? Et puis ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail de la façon dont vous avez procédé pour nourrir cette collaboration-là. Julie, tu veux commencer? Ouais. Alors, nous, Polaris, Champs-sur-Marne n'était pas le premier château qu'on opérait, dans lequel on proposait des événements au sein du CMN. On avait déjà travaillé avec le Centre des Monuments Nationaux au château de Châteauneuf. Donc c'est ce premier événement, ce premier spectacle qui a amené la proposition du CMN de faire quelque chose au château de Champs-sur-Marne. La logique de ce qu'on fait à Champs-sur-Marne et ailleurs, c'est vraiment d'allier un événement, un spectacle qui va donner un coup de projecteur sur un monument en amenant en une durée concentrée une masse de public importante. Ici, à Champs-sur-Marne, on est sur 4 week-ends et il y a 20 000 personnes qui viennent voir le spectacle. Et une logique sociale, parce qu'ici, à Champs-sur-Marne, comme ailleurs, on a plus de 800 personnes qui participent à l'élaboration de ce spectacle et qui sont des habitants de la commune, des alentours. Et donc, il y a une vraie logique d'appropriation, de réappropriation de son patrimoine local. Et donc, c'est faire vivre vraiment ces deux plans qui a intéressé le Centre des Monuments Nationaux et qui a fait qu'on a démarré en 2018 l'aventure du Grand Réveillon à Champs-sur-Marne.
Merci pour déjà cette genèse et d'où vous venez. Quel est votre modèle de collaboration avec, en général avec les lieux patrimoniaux et plus spécifiquement avec le château de Champs-sur-Marne? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors moi, si je peux Oui, peut-être... on est en coproduction. Voilà. Pardon Julie, non mais c'est parce que par rapport à la question initiale, si je peux peut-être ajouter sur les enjeux, parce que c'est vrai que pour le CMN, il y a à la fois des enjeux qui sont tournés vers le visiteur sur ce type de programmation, et puis il y a aussi des enjeux qui sont vraiment typiquement tournés vers le CMN. Donc les enjeux qui sont typiquement tournés vers le visiteur, c'est offrir une expérience de visite. On sait qu'aujourd'hui les monuments ont le visitorat évolue, que l'image aussi des monuments évolue, en tout cas qu'il faut la faire évoluer. Et ce type d'expérience crée justement une expérience de visite. Ça va être original, ça va être festif, ça va être ludique, ça va être participatif. Et ça permet d'accueillir un très large spectre de public. Sébastien en parlait sur élargir le public, mais on est vraiment sur ce registre-là. Et puis ça, c'est vraiment les enjeux qui sont vers le public, mais il y a des enjeux propres au CMN. Alors, ce n'est pas un enjeu de revenu. Ça, je ne sais pas si on va en parler dans ce meet-up, mais en tout cas, pour le CMN, ce n'est pas un enjeu de revenu. Ça, je peux vous l'assurer. C'est un enjeu de fréquentation. Julie en a parlé. Sur les années passées, là, on était quand même à 1/3 de la fréquentation globale du château sur ces 4 week-ends de Grand Réveillon, donc c'est absolument considérable. C'est un enjeu de notoriété, parce que alors les Invalides n'ont pas ce problème-là. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas du tout sur le même registre. Mais nous Champs-sur-Marne, même si c'est un château qui est quand même d'un niveau, qui est absolument magnifique, on est juste à côté de Paris, mais Paris, c'est une offre pléthorique, et nous, on a un déficit de notoriété, clairement. Donc, l'avantage, c'est qu'on n'a pas vraiment de budget de communication. Le CMN en a, mais chaque monument individuellement n'en a pas véritablement, ou alors des très faibles. Et la communication qui va être faite autour du spectacle va servir la notoriété du château. Et après, on le voit petit à petit sur les chiffres. Et puis, je pense que le dernier enjeu, qui est quand même un enjeu très fort pour le Centre des Monuments Nationaux, c'est un enjeu d'image. C'est-à-dire que de cette manière-là, en innovant, eh bien, le CMN dans son ensemble se donne au moins auprès de la tutelle, ministère de la Culture, au moins auprès des autres institutions, si ce n'est auprès du public, c'est toujours plus difficile, eh bien, une image de modernité, d'innovation, d'attention aux familles, d'attention à tous les publics. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Mathias, de préciser effectivement ces différents éléments. On le voit, des enjeux en fait vraiment de positionnement, de notoriété, d'image, d'innovation. Alors, cette innovation, elle est apportée par Polaris Productions. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les apports que vous réalisez de votre côté, Polaris, et quel est le modèle en fait dans lequel vous vous inscrivez pour apporter en fait cette expertise et ce savoir-faire qui est le vôtre? Le modèle générique, celui qui est opéré avec le Centre des Monuments Nationaux dans sa grande généralité, c'est un peu le même que le vôtre à Cultival, c'est-à-dire qu'on apporte le risque financier, on apporte le financement de la production, et on prend le risque sur la billetterie. Et le monument apporte, ce qui est le plus précieux, le monument. Donc c'est une coproduction en ce que un des apporteurs apporte la nature du site, et l'autre apporte le financement et la prise de risque économique. Polaris ensuite va récupérer la billetterie et reverser une redevance au site en fonction du résultat. Donc le modèle est plutôt simple, c'est celui qu'on applique dans la très grande majorité des châteaux dans lesquels on est, et qui est aussi intéressante pour les monuments, parce qu'on propose de prendre le risque économique, et ça débloque pas mal de monuments qui auraient, c'est un peu ce que disait Mathias, pas forcément le budget pour opérer ce genre de production qui coûte en création un peu cher, mais qui ont une certaine disponibilité pour mettre à disposition le monument pour ce genre d'événement. Donc c'est le modèle économique dans lequel on opère, et après on fait tout en interne, c'est-à-dire que pour rentrer dans nos frais, la création, la gestion des volontaires, la communication, la billetterie, tout est internalisé chez nous. Il y a très peu de choses qui sont prestarisées, uniquement la partie technique, et c'est comme ça qu'on arrive à suivre toute la ligne de production d'un événement comme ça.
Merci de préciser effectivement, finalement, voilà, le modèle de collaboration. Il y a aussi une particularité pour vous, je crois, c'est notamment toute cette dimension d'animation d'un réseau de bénévoles via l'association Coulisses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Une structure, une société Polaris qui va financer la production, qui est la boîte de production. On a une autre structure qui est l'association Coulisses qui va regrouper les bénévoles ici de Champs-sur-Marne, mais en fait l'ensemble des bénévoles qui participent à l'ensemble de nos productions. Ils sont un peu plus de 3000 dans cette association et qui permet d'avoir cette partie de participation massive à ce genre d'événement et aussi de formation, d'animation sociale. Ici à Champs-sur-Marne, donc ils sont près de 800, c'est monté jusqu'à 1000. Et alors c'est soit des gens qui ont fait déjà un peu de théâtre, ou des gens qui n'ont jamais fait de théâtre, et à qui on propose non seulement de participer, non seulement de participer, mais aussi de se former en amont dans des ateliers de pratique artistique, des ateliers de théâtre, des ateliers de danse, des ateliers de chant, ou des ateliers plus techniques de décors, de costumes. Selon les besoins de la production. Et l'idée, c'est vraiment de profiter de cet événement pour créer un véritable tissu social autour du monument qui, parfois, comme à Champs, vit même en dehors de la production. L'atelier de fabrication de costumes vit à l'année au sein même du château, par exemple. Merci Julie. Je reviens du côté du Dôme des Invalides et donc de Cultival. C'est une véritable prouesse technique qui a été réalisée ici en fait pour cette expérience à la fois entre son et lumière et technologie. Est-ce que vous pouvez juste revenir un petit peu sur les grandes phases en fait de conception du projet, et puis ensuite on parlera peut-être des enjeux d'exploitation parce que ils sont forts et c'est votre savoir-faire aussi Cultival. Donc on pourra en discuter un petit peu plus amplement juste après. Donc si on peut revenir voilà, un petit peu sur comment s'est déroulée la conception de ce nouveau bébé. Oui, alors donc nous sommes nous sommes partis sur cette idée d'apporter au Dôme des Invalides vraiment une œuvre qui devait être durable. Donc nous, le propos était véritablement d'inscrire dans le temps le Dôme des Invalides en soirée comme étant une nouvelle destination culturelle ouverte à la fois aux Franciliens et aux Français et aux touristes. Et donc au niveau du phasage, une fois le coup de cœur pris avec nos cousins du Québec de Moment Factory, nous avons signé un accord. Nous sommes allés voir l'équipe de direction du musée de l'Armée et une fois les accords signés également avec le musée de l'Armée, donc au niveau du timing, on a signé en été 2022 cet accord d'occupation temporaire qui pose beaucoup de grands principes dans la création, dans la préfiguration et ensuite dans l'exploitation. Nous avons monté un tour de table financier avec des prêteurs et des actionnaires extérieurs, comme la Caisse des dépôts, par exemple, ou le fonds Arnova. Et nous sommes ensuite partis dans la phase de travaux et de création, elle qui a démarré en début d'année. Donc les travaux consistent à amener de l'énergie, comme je le disais, ce n'est pas une mince affaire au sein du Dôme des Invalides, puisque nous travaillons évidemment avec les équipes du musée, mais aussi la DRAC, la CMH, la BF, toute une série de profils avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler et qui ont permis en fait de bien intégrer les équipements et les travaux dans le monument. Et puis là, maintenant, nous tournons sur la partie exploitation qui, comme tu le disais Antoine, a démarré la semaine dernière. Donc, je me suis permis de montrer quelques images donc pour voir aussi de quoi il en retourne. Cette expérience qui est assez monumentale. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu peux dire Thibaut, c'est aussi peut-être cette particularité où c'est pas une coproduction à deux, mais il y a énormément d'acteurs qui sont impliqués, au même titre que côté Polaris. Là aussi, vous mobilisez beaucoup plus que c'est pas une relation bipartite, mais
à minima tripartite avec les bénévoles notamment. Donc c'est ça aussi qui fait peut-être la caractéristique de ces modèles de coproduction qui sont très ouverts. Une question, Thibaut et Sébastien, donc justement, passons à l'exploitation. C'est quoi les enjeux d'exploitation? Aura, en fait, est disponible quand? À quelle fréquence? Et qu'est-ce que vous faites, en fait, pour mettre en œuvre et offrir ce spectacle, en fait, aux personnes Alors, qui souhaiteraient y aller? Nous, en fait, Cultival, notre grand savoir-faire, c'est vraiment la promotion et la distribution d'émissions que nous avons montées ou pour lesquelles nous sommes mandatés. Et là, clairement, sur la phase d'exploitation, nous sommes sur une fréquentation qui est entre 250 et 400 000 visiteurs par an. Alors donc uniquement en soirée, ce qui veut dire une concentration assez importante. Et tout notre travail aujourd'hui consiste à faire accroître la notoriété du spectacle, de l'expérience Aura Invalide, et puis assurer à la fois la réservation, la promotion, et puis surtout sur site l'exploitation. On a 14 personnes à temps plein qui travaillent à l'exploitation, à l'accueil des visiteurs. Et donc, en accord avec le musée de l'Armée, en fait, nous sommes sur un site qui est important, qui est compliqué. Et donc, on travaille vraiment, on est ensemble, en fait, autour de la table pour faire face aux enjeux d'exploitation quand ils se présentent, parce que parfois, il y a des surprises. On essaie de les tourner en bonne surprise. Julie Mathias, côté Polaris Productions et Château du Champ-sur-Marne, comment se passe en fait finalement qu'est-ce qui se passe dans la vie du château quand le spectacle prend vie? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les modalités d'exploitation en fait du spectacle de Polaris? Oui, alors qu'est-ce qui se passe dans la vie du château? Alors c'est assez simple, et en même temps il se passe énormément de choses. D'abord on ferme le château à l'exploitation normale, ça évidemment c'est obligatoire. Donc sur le vendredi, samedi, dimanche, le château est fermé à la visite. Et puis l'ensemble, enfin par équipe, les bénévoles arrivent costumés au fur et à mesure dans le château. Donc pour le Grand Réveillon, c'est plusieurs centaines de bénévoles sur chaque session. Auparavant, on a démeublé le château, puisque Champs-sur-Marne a la caractéristique d'avoir des collections très très importantes en termes de mobilier ou d'œuvres d'art, de céramique. Donc on démeuble toute une partie du château pour laisser la place à la scénographie Grand Réveillon et surtout laisser la place aux bénévoles, puisque la grande ressource du Grand Réveillon, c'est quand même la ressource humaine, et puis aux visiteurs. Et à du décor. Voilà, et de la déco qui est remeublée par la production. Oui, d'ailleurs, c'est un lieu de tournage assez prisé, je crois aussi, le château de Champ-sur-Marne. Alors moi, j'ai pas bien entendu la question. C'est un lieu de tournage assez prisé. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est un lieu de tournage assez prisé. En ce moment, d'ailleurs, aujourd'hui, on est fermé parce qu'on est en tournage et on va être en tournage sur tout le mois d'octobre. L'année dernière, on a eu trois grosses productions, Marie-Antoinette, Jeanne du Barry, Benjamin Franklin pour Apple TV. Donc oui, on est un lieu de tournage très prisé. Et d'ailleurs, il faut réserver des dates, quoi. Le calendrier est parfois un petit peu compliqué à élaborer. Alors Julie, donc justement, donc vous arrivez, vous installez les décors. Comment ça se passe donc dans la préparation vraiment très très court terme du spectacle et ensuite dans son exploitation? Alors on a vraiment il y a la première année, l'année de création, qui a une préparation un peu spécifique parce que c'est l'année de calage où on découvre le monument et le monument nous découvre aussi. On crée les choses pour cohabiter de manière intelligente, c'est-à-dire se mettre au maximum dans des espaces et dans des temps qui ne sont pas occupés par le monument ou par les activités de celui-ci. Il y a cette phase de recrutement initial de l'ensemble des volontaires, donc arriver sur un territoire qu'on ne connaît pas forcément et embarquer 500, 800, 1000 personnes dans l'aventure, qui prend un peu de temps, et puis après
se déclenche la phase des répétitions et du spectacle. Une fois qu'on a fait cette année de création, de calage avec le monument et de primo-recrutement, les reprises sont généralement beaucoup plus faciles et beaucoup moins chronophages. Je dirais qu'en première année, un spectacle comme ça prend une dizaine de mois à monter, et en année de reprise, c'est plutôt 5-6 mois. Pour le monument, ce qui est visible, c'est vraiment les 2 mois de répétition in situ qui se passent en dehors des horaires d'ouverture du château, soit avant l'ouverture, soit après la fermeture, et puis le mois de production. Et puis, en amont, nous, on a 2 à 3 mois de préparation pour que cette machine puisse être mise en route au moment voulu. Donc, on est entre 6 à 10 mois pour une production comme ça. Et alors, je continue avec vous. En termes de résultats, donc on l'évoquait en introduction, donc plus de 75 000 visiteurs sur les 4 éditions. Est-ce que vous pouvez nous proposer un premier bilan peut-être aussi de cette collaboration et évoquer les perspectives que vous pourriez avoir, soit en fait déjà avec le château de Champs-sur-Marne et peut-être plus largement avec d'autres projets que vous pourriez porter avec d'autres partenaires? Nous, on tire un bilan extrêmement positif de cette collaboration avec le Centre des Monuments Nationaux et en particulier avec le château de Champs-sur-Marne. C'est un territoire qui a répondu extrêmement bien à cette proposition, tant au niveau des participants qu'au niveau du public. C'est un spectacle qui est quasiment à guichet fermé chaque année, ce qui nous a conduit à renouveler le partenariat et la coproduction. Donc, le spectacle Le Grand Réveillon s'arrête dans sa proposition artistique cette année, ça sera la dernière, mais un nouveau spectacle arrive l'année prochaine pour 4 années au château de Champs-sur-Marne. Donc on a hâte de créer autre chose. Puis en parallèle, on joue cet hiver notamment dans un autre site du Centre des Monuments Nationaux, au château de Maisons-Laffitte, qui est dans l'ouest parisien, où on a un modèle un peu différent. On propose un spectacle autour du conte de La Belle et la Bête qui tourne dans plusieurs châteaux en France et qui vient pour la 2e année au château de Champs-sur-Marne et qui, pour le coup, accueille 40 000 personnes autour des mêmes dates entre novembre et décembre de cette année. Avec une petite particularité, je crois, où c'est au-delà d'une coproduction publique-privée, il y a une volonté aussi de faire une coproduction privée-privée avec TF1, je crois, sur ce spectacle-là. Ouais, sur le spectacle de La Belle et la Bête, on est 2 apporteurs de fonds, la chaîne TF1 et nous, pour porter cette production qui est plus lourde financièrement à porter, qui a aussi besoin de plus d'écho médiatique, chose qu'on est chanceux d'avoir avec un partenaire média qui a autant de visibilité que TF1. Merci beaucoup Thibaut et Sébastien. Alors l'expérience vient d'être lancée le 22 septembre, mais il y a déjà des bons résultats qui sont enregistrés, je crois. Et puis donc ce serait intéressant de nous dire un peu quels sont les enjeux que vous avez, les perspectives vis-à-vis de Aura Invalide. Et plus largement aussi, Thibaut, ce serait intéressant qu'on évoque peut-être le repositionnement depuis pas mal d'années en fait, de Cultival sur des propositions immersives proposées à des lieux patrimoniaux. Vous êtes en pleine effervescence sur ces sujets-là. Donc voilà, si on peut ouvrir avec ces 2 niveaux de bilan et de perspective, avec plaisir. Sébastien, tu veux intervenir sur les perspectives musées? Pour la perspective du musée, nous, c'est véritablement, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est renouveler notre offre culturelle et inciter les gens à revenir. Parce que si certains visiteurs de ces expériences sont des primo-arrivants, susciter un peu aussi la curiosité et se demander, mais je vais revenir effectivement sur ce site merveilleux que j'ai découvert avec quelque chose qui relève peut-être plus de l'émotion, hein, si tu es d'accord Thibaut, je pense, et ensuite revenir, donc compléter peut-être mon expérience par quelque chose de plus scientifique, plus pédagogique, qu'on trouve plus traditionnellement dans les musées. Oui. Mais pour le musée, oui, c'est parti pour 10 ans en tout cas de présence d'Aura Invalide. Oui. Une véritable extension à la fois dans le temps en faisant cette proposition nocturne, mais aussi dans l'expérience de visite, où on va vers d'autres registres, notamment l'émotion. Oui, complètement. L'expérience sensorielle et émotionnelle. Oui. Ouais. Toucher cette fibre-là, que l'on ne touche pas forcément effectivement dans
dans une exposition plus traditionnelle. Et Et puis le Thibaut, musée, alors, je me permets juste de préciser que le musée est toujours vraiment dans cette dynamique. Par exemple, on avait accueilli il y a 2 ans de l'art contemporain, vraiment de la création ultra contemporaine dans nos collections, dans nos salles, sur le site. Et donc ça participe, enfin le projet Aura Invalide participe tout à fait de cette même dynamique. Eh bien, alors pour notre part, donc on a l'enjeu d'exploitation qui concerne Aura Invalide et notre collaboration avec le musée, avec des vagues de renouvellement d'une partie du contenu. On appelle ça rafraîchissement pudiquement, tous les 3 ans, qui sont contractuels et qui sont cadencés vraiment pour apporter du renouveau au spectacle, à la fois technologique ou créatif. Et nous, comme tu disais Antoine, c'est vrai que plus généralement, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la valorisation du patrimoine au sens large et l'ouverture au public. Je dis ça sans flagornerie, c'est tout simplement que nous voyons que les spectateurs qui viennent sur Aura là, depuis une semaine sont beaucoup plus jeunes qu'on ne pensait. Donc, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'adolescents. Il y a un aspect un peu viral sur TikTok, notamment, qui nous surprend. Nous sommes beaucoup sollicités par les influenceurs et c'est exactement ce qu'on voulait en fait, c'est toucher une nouvelle, des nouveaux segments de public et les intéresser au patrimoine, les faire venir différemment. Donc nous sommes vraiment ravis. Et plus généralement, sur le format de Cultival, c'est vrai que nous avons opéré un virage important depuis quelques années où ce qui nous porte aujourd'hui, c'est vraiment de travailler pour du patrimoine, pour des collectivités, pour des villes, pour des monuments, durablement, en apportant des solutions de création, en dénouant la problématique de production, parce qu'on sait que c'est un frein assez considérable. Donc, nous prenons le fer de lance du financement en fait, de la production. Et puis derrière, étant rémunéré sur l'exploitation, évidemment, notre objectif est que la fréquentation soit au rendez-vous et qu'elle soit ouverte au plus grand nombre. Donc, on arrive en France et en Europe d'ailleurs, puisque Aura est un bel exemple de ce qui peut être produit par ailleurs. merci beaucoup. En tout cas, un grand merci à vous 4 pour ces retours d'expérience particulièrement riches et intéressants, qui démontrent aussi de nouvelles formes de collaboration entre public et privé. Pour ce qui est de l'agenda, donc le 23 novembre, on aura un autre meet-up où on annoncera les duos de l'innovation, qui est une animation qui accourt justement entre public et privé dans le cadre qui a lieu en janvier. Ce qu'on vous propose tout de suite, et je m'en excuse de par mon retard, le temps est un peu rogné, c'est de basculer dans les petites salles. En haut de votre écran, vous avez la possibilité d'aller dans des salles de discussion en ligne. Vous pouvez cliquer dessus et rejoindre, si vous le souhaitez, soit d'un côté les Invalides et Cultival, donc j'animerai éventuellement aussi ce temps d'échange, et soit autrement Polaris et le château de Champs-sur-Marne. Voilà. Je vous propose tout de suite de rejoindre en petite salle pour pouvoir poser vos questions directement aux intervenants et intervenantes ces salles de discussion. Merci et à très bientôt. Merci Antoine, merci à tous.